Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au nom du bureau du club HEC Finance d'entreprise, je suis très heureuse d'ouvrir ce webinaire que nous consacrons à un sujet d'actualité qui est le défi des dirigeants et les directeurs financiers face à l'inflation. Nous avons organisé cette manifestation avec le cabinet du management de transition EIM. Donc, je remercie chaleureusement nos camarades Florent Chaput et Thierry Fournier. Le cabinet a émis un recueil de témoignages de dirigeants il y a un an. Donc, c'était bien l'occasion de savoir est-ce que les prévisions de stratégie gagnant étaient les bonnes il y a un an. Et donc, nous avons la joie d'avoir le partage de deux dirigeants d'entreprise parmi nous ce soir. Avant qu'on vous les présente, je voulais seulement rapidement rappeler l'objectif des manifestations du club HEC Finance d'entreprise, qui est un club professionnel qui réunit 3200 membres, anciens élèves d'HEC. Les manifestations que nous organisons depuis un peu plus que 10 ans, ils sont ouverts pas uniquement aux membres, mais aussi à tout public qui est intéressé par nos sujets. Les objectifs du club, c'est de pouvoir informer sur des sujets d'actualité comme celui-ci de ce soir, mais également de permettre d'échanger entre pairs. Eh bien, le bureau cette année a deux thèmes principaux. Donc, les manifestations que nous organisons sont autour de la finance durable. Nous avons déjà eu une première manifestation au mois d'avril avec le CFO Sustainability de L'Oréal, le responsable Hub Sustainability de la Banque Postale et un partenaire chez Deloitte sur le même sujet. Mais vous pouvez déjà enregistrer la date de 6 septembre prochain où nous allons présenter le rapport de l'association The Shift Project qui va nous expliquer quels sont les minima à connaître par chaque financier pour être un acteur sur la finance durable. Et puis le deuxième thème principal, c'est celui-ci de l'inflation, qui est un sujet qui dure. Et nous avons déjà une première partage sur ce sujet par Pascal Quiri, notre camarade Pascal Quiri, qui est un des co-auteurs de Vernimen, les Bibles pour les financiers d'entreprise, qui est venu au mois de janvier partager l'expérience des entreprises dans le passé. Et donc, ce soir, nous avons la joie de voir une autre facette de ce sujet qui est pratico-pratique. Qu'est-ce que nos témoins de ce soir, ils ont fait pour s'adapter à cette inflation qui ne s'arrête pas. Donc, j'ai la joie de présenter Thierry Fournier, du cabinet EM Transition Management. Bonjour à tout le monde. Éric Le Serre, qui Bonsoir est le directeur général de Tropicana, et Xavier Babst, qui est le directeur général de Altea Alumina. Alteo Alumina. Bonsoir Alteo à tous. Alumina. Eh bien, messieurs, je vous propose que chacun d'entre vous se présente rapidement et présente également son entreprise avant qu'on commence avec le sujet. Commençons par Xavier. D'accord. Bonsoir à tous. Donc, Xavier Babst, je suis le directeur général d'Alteo. 25 ans dans l'industrie, sans en sortir, sur des postes plutôt commerciaux et financiers jusqu'à la direction générale, et avec un grand séjour en Asie, où j'ai passé 15 ans à développer les activités de la société que je dirige actuellement. Alteo, c'est un ancien site du groupe Péchiné, pour les plus anciens d'entre nous, qui a 130 ans, qui fête 130 ans cette année, et qui fabrique de l'alumine. L'alumine, c'est un matériau qui va ensuite dans les céramiques, dans les réfractaires, qui est utilisé dans les batteries pour véhicules électriques. C'est une ETI de taille moyenne, on fait à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. 400 salariés directs sur Gardanne, une petite implantation en Corée et à Taïwan, et à peu près 200 sous-traitants qui travaillent en permanence sur le site. On a été racheté en 2021 par de nouveaux actionnaires familiaux et qui nous ont accompagnés depuis.
Oui, donc Éric Le Serre, moi j'ai près de 30 ans d'expérience dans l'industrie des produits de grande consommation, et essentiellement dans des grands groupes américains type Kimberly-Clark, Colgate-Palmolive, Kellogg's, en Europe de l'Ouest, donc Italie, France, Royaume-Uni, et dans des rôles européens. Parcours essentiellement marketing, commerce, puis direction générale. Et depuis janvier 2022, donc j'ai rejoint la société Tropicana, division jusqu'alors de PepsiCo, qui a été rachetée par PAI Partners, un fonds d'investissement français. Voilà, en quelques mots. Donc, Tropicana, c'est une marque historique, leader, qui a lancé le marché des jus de fruits ambiants en France, qui a été créé il y a 75 ans aux États-Unis. Et voilà, qui est désormais, qui vole de ses propres ailes au niveau mondial, qui est un groupe de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le plan mondial, essentiellement en Amérique du Nord, et en Europe de l'Ouest, principalement présente au Royaume-Uni et en France. Donc, je me présente en peu de mots. Donc, moi, j'ai fait HEC il y a 40 ans cette année. Diplômé il y a 40 ans. Bref. Après, j'ai fait ma carrière beaucoup dans le conseil, chez Arthur Andersen, puis chez Bain, puis chez Masai, une société que j'ai fondée qui faisait du conseil opérationnel en optimisation des achats. Entre les deux, j'ai eu 3 ans en Argentine chez Dumez, qui faisait un barrage dans le nord de l'Argentine. Après avoir développé Masai et l'avoir revendu, j'ai travaillé 3 ans comme directeur international chez Lafarge Paint, Materis Paint, pardon, qui s'appelle maintenant Chromologie, qui faisait de la peinture. Je m'occupais de l'international, donc l'Argentine encore une fois, l'Espagne, le Portugal, le Maroc, l'Italie, d'autres. Et j'ai rejoint UIM il y a 6 ans. UIM, c'est un des leaders européens du management de transition. On place des dirigeants comme ces messieurs, directeurs généraux, directeurs financiers, directeurs RH, auprès d'entreprises pour mener à bien en général un projet ou traiter une situation complexe, urgente et à fort enjeu. Voilà. Alors, ce que je vous propose, messieurs, c'est que je vous donne en quelques mots ce qui ressortait de l'étude que nous avons faite l'année dernière. Alors, l'année dernière, l'étude, le mot est un peu fort. En fait, on a tous compris que l'inflation était en train de nous surgir à cause du Covid, d'une part, à cause des événements ukrainiens. Rappelez-vous, l'année dernière, à la même heure, ça faisait 2 mois que les Russes avaient attaqué. On était dans cette sidération encore. Les prix montaient. Si vous en souvenez, les conteneurs maritimes étaient passés de 4 000 € à 40 000 $. L'aluminium de 2 500 à 3 900 $ la tonne. Enfin, tout avait explosé. L'énergie, enfin le baril était passé de 70 $ à 125, etc., etc. Et donc, on avait pris l'initiative chez UIM d'interroger nos interlocuteurs habituels, qui sont donc les CFO, les DG, et surtout les CFO en l'occurrence, parce que c'est eux qui étaient à la manœuvre en premier plan, sur l'inflation. Est-ce que c'est un phénomène durable? Comment ça vous impacte? Et qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous comptez faire pour en sortir? Je m'empresse de vous dire que ça n'est pas une étude qui n'est valide statistiquement, puisqu'on a interrogé une centaine d'interlocuteurs. On n'est pas bien équilibré entre le B2B et le B2C, etc., etc. Mais en tout cas, c'est pour nous ce qu'on appelle des paroles de dirigeants. C'est une sorte d'intelligence collective où, face à un fait tout à fait nouveau, comment on réagit? On le rassemble, on le compacte, on l'organise bien et on le met à disposition de ceux qui veulent bien le lire et idéalement en prendre une bonne idée. Voilà. Ce qu'il en ressort, c'est que le premier constat, c'est que tout le monde était d'accord pour dire que l'inflation allait durer, y compris l'année dernière, en dépit des tentatives un peu infructueuses de la BCE de dire que ça va être un effet de bosse de quelques mois et que tout va bien se passer aussitôt après. Tous les patrons, quels qu'ils soient, à cette époque, étaient convaincus que ça allait durer. Deuxième constat, personne n'était prêt. Tout le monde a fait le constat que justement, ça fait 35 ans qu'on vit plus sous inflation, que les budgets sont faits avec des inflations de 2%. Tout le monde mettait ça tranquillement. Et là, d'un coup, ça nous pète à la figure, pardon pour le mot, ça nous explose à la figure.
et on ne sait plus trop comment faire. Personne n'était organisé pour, à l'exception d'une entreprise, et je vous en parlerai tout à l'heure peut-être. Tous les autres ont trouvé ça tout à fait particulier. Quand j'en discutais avec eux, du reste, je leur suggérais de se renforcer les équipes avec des CFO qui avaient travaillé en Brésil et en Argentine, par exemple, dans des mondes hyperinflationnistes où ils ont les bons réflexes, les bonnes pratiques, etc. Ça n'a pas prospéré, mais on avait en tout cas des candidats qui étaient disponibles pour faire ça. Le troisième constat, c'est que on a découvert à ce moment-là, enfin ils ont découvert le concept du pricing power, qui est donc la capacité d'une entreprise à faire le pass-through, c'est-à-dire à passer l'inflation dans ses coûts dans une inflation dans les prix. Alors, c'est un concept qu'on a tous étudié quand on était petit, qui se repose en gros sur trois grands piliers, pour faire simple, qui sont la supériorité de l'offre sur la demande, principe ça aide, la position compétitive, concurrentielle sur un marché, si on est leader, ça aide, et puis le troisième, c'est les barrières à l'entrée ou les barrières à la sortie, qui fait que le client, même s'il n'a pas envie, eh ben, il est coincé parce qu'il a pris votre équipement, par exemple, dans son produit final et que le client final a validé votre équipement, par exemple. Voilà. Alors, ce pricing power, c'était pas très grave, c'est pas compliqué à conceptualiser. Le problème, c'est qu'il a fallu le matérialiser et le mettre en place dans l'urgence et un peu dans la désorganisation générale parce que, ces messieurs vont nous le commenter, il n'y avait pas que ça. Il y avait l'inflation, mais il y avait tellement d'autres problèmes d'approvisionnement, de disponibilité des produits, etc. Alors, il y a certaines industries qui sont habituées à ça, ou plutôt qui ont la mécanique pour faire face facilement à ces phénomènes d'inflation, même si elle est inattendue. Ce sont les équipementiers automobiles et aéronautiques, par exemple, qui ont des contrats très longs et qui donc ont évidemment prévu des contrats avec des prix indexés sur les facteurs de coûts qui leur reviennent. Alors, eux, c'est ensuite ceux qui travaillent avec du yield management. Ça peut être des locations de véhicules, ça peut être de l'hôtellerie ou d'autres business, où là, en fait, ça ne veut rien dire une chambre d'hôtel à 40 € parce qu'elle peut être à 40 € le jeudi soir, elle peut être à 80 le samedi soir, et personne n'y comprend rien, et c'est très bien pour tout le monde, en tout cas pour l'entreprise en question. Ça peut être les entreprises en mode projet, par exemple le BTP ou le bâtiment qui a un début, une fin, un prix. Parfois, il y a des claims ou des indexations de prix, bon, enfin, ils ont l'habitude. Et finalement, ce sont les entreprises qui font la première transformation de matières premières. Typiquement, les fabricants d'emballage qui achètent de la pâte papier sont surentraînés à passer les variations de prix du papier dans leurs prix finaux. Voilà. À part cela, on peut constater que tout le monde a été pris par surprise et tout le monde était un peu désorganisé. Ils ont quand même collectivement décidé quand ils n'avaient pas le pricing power favorable, de faire des négociations assez dures, assez fermes, quitte à perdre des marchés et des clients, plutôt que de mourir. Je vous donnerai peut-être quelques exemples où c'était frappant. Ils ont décidé parfois aussi de rationaliser le portefeuille de produits en mettant de côté ou en éliminant carrément les produits les plus en commodity par rapport à des produits de spécificité, ce qui revient un peu au concept de pricing power de tout à l'heure. Ils ont rationalisé aussi parfois certains secteurs ou canaux de clientèle, du B2C dans un cas, favoriser du B2B moins dans l'autre. Je pense à un autre exemple qui me vient en tête. Et d'une façon générale, ils ont le plus souvent agi dans l'urgence avec un bon 80-20 en prenant les mesures d'urgence. Ils savaient qu'ils avaient 15% d'augmentation de coûts. Ils ont passé parfois 15% dans les prix sans trop analyser si c'était le bon client, le bon produit. On y va, on verra bien et on prend les mesures de sauvetage immédiat. Voilà ce qui ressort de cette étude d'il y a 1 an. Et maintenant, ce qui nous intéresse de savoir, c'est comment ces messieurs, par rapport à ce que je viens de décrire rapidement, ont vécu cette situation et qu'est-ce qui pouvait être pertinent ou qu'est-ce qui ne l'était pas et qu'est-ce qui a été en tout cas pertinent pour eux. Eric ? Très bien, merci Thierry. Déjà, je pense que tu décris dans ce panorama et ces paroles de dirigeants beaucoup de choses qui résonnent avec mon vécu. Alors, cette
ce choc de l'inflation à 2 chiffres. Dans mon cas, c'est inséré dans une situation tout à fait particulière puisque le 2 février 2022, c'était le day one de l'entreprise. Déjà, la feuille de route était assez chargée puisqu'elle consistait à effectuer de façon concomitante 3 choses: exécuter la continuité du business, se séparer de notre propriétaire précédent et transformer l'entreprise pour déterminer une nouvelle feuille de route stratégique. Donc là, l'inflation à 2 chiffres qui s'est matérialisée à partir du mois d'avril, on va dire, est venue complètement bouleverser cette feuille de route déjà bien chargée, et le tout au moment où on devait également monter une équipe, puisqu'on était à peine une dizaine au démarrage. Donc, ça a été effectivement un moment assez intéressant dans la vie d'un dirigeant. Et ce qui a été une opportunité au final, c'est que ce choc est arrivé au tout début de la vie de l'entreprise. Donc, en fait, tous les choix que nous avons faits ont été natifs de cet environnement disrupté. Donc, ça a été au final une énorme opportunité puisque l'ensemble des décisions qui ont été prises ont été considérées dans un environnement où, il était de toute façon essentiel de protéger la santé financière de l'entreprise, et 2, dans un contexte d'hyper-volatilité, d'hyper-incertitude. Et donc, dès le départ, l'ensemble des choix ont été faits au service d'une agilité maximale, d'une clarté dans l'intention qui était effectivement, nous sommes face à un niveau de nécessité économique tel que il n'y a même plus de recherche d'arbitrage subtil entre top line, bottom line. C'était, les gars, il y a le feu, donc en avant. Et du coup, on a monté dès le départ avec le CFO Europe, le RH Europe, on était 4, une task force en fait, et on a regardé les 3 éléments fondamentaux du compte de résultat, tout ce qui avait attrait à la top line et sur les éléments sur lesquels on pouvait agir, tout ce qui avait attrait aux coûts de production qui étaient directement impactés effectivement par cette inflation, et enfin tout ce qui avait attrait aux coûts de structure. Et ça a conduit en fait à d'une façon extrêmement 20-80, effectivement, qui a privilégié l'agilité à la précision à la décimale. Ça conduit à un plan d'action en fait, qu'on a mis en place en quelques semaines, d'une plus de 15 actions sur ces 3 blocs, qui a été validé, présenté au board et au nouvel actionnaire au mois de mai, validé immédiatement et mis en œuvre dans la foulée. Est-ce que tu peux donner des exemples, 1 ou 2 de ces 15? Oui, alors des exemples concernant la top line, on est dans un marché de la grande consommation qui est très réglementé en France, avec un cycle de négociation annuelle avec les clients distributeurs qui est très légiféré, avec une date butoir des négociations au 1er mars. Donc, une semaine après le déclenchement de la guerre en Ukraine, autant dire que les négociations 2022 n'avaient en aucun cas pris en compte le phénomène Ukraine. Et le gouvernement s'est vite rendu compte que ce cadre extrêmement rigide n'allait pas répondre aux enjeux. Donc, une charte a été signée entre les acteurs de la distribution, de l'industrie et les autorités pour permettre une renégociation exceptionnelle qui a eu lieu, on va dire, sur la période printemps-été 2022. Donc, renégocier immédiatement a été évidemment une priorité. Dans notre cas, on était encore en accord de transition avec notre propriétaire précédent puisque notre équipe commerciale n'existait pas encore. Donc, j'ai dû briefer l'ancien propriétaire pour mener à bien en mon nom ces négociations. Donc, c'était assez particulier. Mais il y avait des leviers, par exemple, beaucoup plus tactiques comme l'intensité promotionnelle sur lesquels on a agi de façon brutale. Pour donner un exemple,
on a agi également sur d'autres éléments de coûts de production comme certains emballages là où on pouvait. On a accéléré notre déménagement pour également voilà, réaliser des économies et marquer le début de la nouvelle ère. Mais il y avait au-delà, en fait, plus d'une quinzaine d'actions. Merci. Xavier, peut-être, à toi, puis après, on joue ensemble. Non, je me suis bien retrouvé dans ce que tu as mis en lumière. Ce qui est particulier chez Alteo, c'est qu'on consomme énormément d'énergie. Et en fait, par rapport à l'inflation générale qui s'est retrouvée petit à petit diffusée dans la société, nous, on a commencé à ressentir la hausse des coûts énergétiques à peu près en septembre 2020. Ah oui, 6 mois avant. 6 mois avant. Et on a eu le prix du gaz qui a doublé. Avant d'atteindre des sommets beaucoup plus importants après la guerre en Ukraine. Et donc, on s'est assez rapidement retrouvé effectivement en situation de survie. On ne se posait pas beaucoup de questions et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, ce qui est bien dans le B2B, c'est qu'en général, comme tu le disais, on ne remplace pas un fournisseur comme on veut et donc ça prend un peu de temps. On était en plus à cette époque-là en pleine sortie de Covid avec des marchés qui étaient extrêmement favorables dans l'industrie, avec une demande qui explosait à peu près partout dans le monde, et donc une demande qui était encore forte. Et donc, on a fait ce qu'on n'a jamais fait depuis que la société existe, c'est-à-dire qu'on allait voir tous nos clients, on leur a dit, écoutez, messieurs, en fait, ça va être assez simple, on a des contrats, et on va les renégocier. Et on va les négocier de façon un peu brutale, c'est-à-dire qu'on va vous dire qu'effectivement, nous, le surcoût énergétique s'étend, et donc, à partir du mois prochain, nos prix seront affectés de temps. De combien, par exemple? On était sur du 25%. Ouais. Très significatif. Et ça me fait penser à une des personnes qu'on a interrogées qui faisait des emballages et qui nous a dit, à notre grande surprise, et après on l'a compris, c'est plus facile de passer 40% d'augmentation que 4%. Oui. Et on s'est dit, ah, il est quand même rigolo. Et en fait, il nous a déplié le raisonnement en disant, bah oui, mais d'abord, je ne peux pas faire autrement. Et puis, si tu n'en veux pas, tu me dis à quelle usine j'arrête de livrer le lundi. Et le client recule très vite. Voilà. Pardon, je t'ai interrompu. Non, mais c'est effectivement exactement ça. Et donc, ça, c'était la première phase. Et ensuite, on s'est dit, effectivement, comment on va aborder 2022, puisqu'on s'est retrouvé assez rapidement en décembre, avec les fameuses négociations annuelles, puisque traditionnellement, les négociations annuelles. Et donc là, on a commencé à indexer. Ce qui se faisait dans des industries un peu plus amont que la nôtre. On a commencé à négocier, effectivement, avec nos clients des prix mensuels. Sachant que nos clients ont aussi un cycle de fabrication assez long, en général de plusieurs mois, et donc ils doivent s'engager vis-à-vis de leurs clients sur des prix aussi, etc. Donc ça a été des discussions assez intéressantes. Mais en fait, il y avait à ce moment-là, effectivement, les trois piliers du pricing power qui fonctionnaient à plein. Une demande très forte. Donc, de toute façon, s'ils n'achetaient pas chez nous, ils n'auraient pas trouvé ailleurs un meilleur prix, puis il fallait des homologues, etc. Donc, il y a un boulot derrière. Une substituabilité des produits qui est très faible, en moyenne 6 mois à 1 an, voire plusieurs années pour remplacer nos produits. Donc, j'ai dit, très bien. Et ça a relativement bien marché. Alors, c'était plus compliqué, c'était très facile avec les Européens. Les clients européens, ça représente à peu près 50% du business, parce qu'eux vivaient ça. Ils recevaient tous les jours des surcharges de leurs fournisseurs, notamment d'emballage. Donc, il n'y avait pas vraiment de soucis. Les prix du fret international explosaient. Tout le monde avait peur de manquer de produits. Donc, c'était assez simple. Quand on allait on exporte à peu près 30% en Asie, essentiellement au Japon. Là, je ne te cache pas que c'était un peu plus difficile. Négocier une volatilité avec des clients japonais, ce n'est pas tout à fait dans leur mindset. Et avec les US, ils ont dit inflation énergie, quoi. Enfin, de quoi vous parlez, le gaz, il reste. Et donc, en fait, ça a très bien marché, mais simplement jusqu'en mai-juin 2022, où là, à force de cette inflation, une grande partie de l'industrie européenne s'est quand même affaissée sur l'été, et donc la demande a disparu, et là, le pricing power il est moins bien. Il est moins bien, voilà. Mais ça me fait penser à deux situations très diamétralement opposées qu'on a rencontrées dans cette étude de paroles de dirigeants.
Le premier, c'est une société leader, je ne peux pas le dire parce qu'on s'est engagé dans les fragrances, qui fournissent pour les parfums, la parfumerie, ou pour ton yaourt au citron, ou pour ton lave-glace, et des odeurs. C'est un des gros leaders. Il doit y avoir 3 grandes boîtes au monde qui fournissent l'industrie. Et ils ont un pricing power qui est ultra puissant parce qu'ils sont en fait en monopole de fait sur chacun des produits. Le yaourt Danone au citron, si c'est eux qui fournissent, c'est eux qui fournissent. Alors, ils n'auront peut-être pas l'abricot, mais le citron, ils sont voilà. Et là, les barrières à la sortie sont. Et par ailleurs, ce qu'ils vendent représente entre 0,5 et 2% du prix de revient total chez le client. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas la fin du monde. Pour autant, alors qu'il était comme ça, le patron m'expliquait qu'il avait 300 millions d'augmentation de ses matières premières, qui représentent à peu près 2,5 milliards. Il avait pris 12%. Donc, vous savez, 300 millions. Et il a une équipe de 40 personnes au pricing qui a calculé comment ces 300 millions devront être répercutés produit par produit, client par client, pays par pays, zone par zone. Et toutes les semaines, en avant, on check. Alors là, j'ai trouvé ça fantastique parce qu'il n'a pas un besoin stratégique d'avoir ça. Et pour autant, il est super équipé. Et en fait, il m'avait dit qu'ils avaient vécu en 2018 une situation assez similaire, même si c'est parce que l'usine allemande d'un de ses fournisseurs à lui avait brûlé. Et donc, la matière première qu'il achetait était devenue rare. Et il avait vécu ce phénomène d'inflation. Donc, c'est là qu'il avait mis ses pricers. Ça, c'est un premier cas. Super équipé en pricing power et pour autant encore super équipé avec une équipe de pricing. Et puis, par ailleurs, un autre contributeur qui, lui, fabrique des engrenages pour du matériel ferroviaire. Alors, des engrenages, pour l'automobile, Tier 1 automobile. Et il me dit, on est dans un monde où la demande se casse la figure, parce que l'automobile de moins en moins, et ce qui reste, ça passe de plus en plus en électrique. Les engrenages, il n'y en a pas, ou peu. Que 2, le secteur est en surcapacité. Que 3, c'est de la forge, de l'estampage et de l'usinage, donc très consommateur d'énergie. Et donc, un pricing power totalement lamentable, en fait. Et il me dit, en fait, la seule méthode que j'ai eue, c'était de dire à mes commerciaux, il n'y a qu'une ligne de conduite, c'est de dire, on préfère vous perdre, monsieur le client, que vendre à perte. Et en fait, et donc, tu prends ou tu ne prends pas, mais c'est toi qui décides. Et en fait, son job, c'était de rendre courageux ces commerciaux qui n'avaient aucune envie d'y aller. C'était ça le vrai débat. Les gars n'étaient pas habitués, enfin, ils prenaient des moins 5% tous les ans. C'est Dieu fait dans l'automobile, enfin, vous l'avez vu comme moi. Et là, il a fallu augmenter les prix. Et en fait, il n'avait rien d'autre à dire que rendre ses commerciaux courageux. On a vécu la même chose. J'imagine. C'est-à-dire que là, on a peu de commerciaux, on a 600 clients. Il y a une négociation annuelle, donc le commercial, il négocie tous les ans et le reste du temps, il fait du développement technique. Donc, il va faire de la prévente chez les clients. Et effectivement, en fait, si on a retourné avec nos commerciaux pas mal de choses, et en fait, la seule chose qui les a rassurés à la fin, c'est la lettre du DG, et de passer la première augmentation uniforme. C'est-à-dire que tous les produits, tous les clients, de la même façon. Alors, il y avait des coefficients énergétiques en fonction des produits, mais s'arrêter là. Et avec la mission, effectivement, de dire, bah, écoute, tu dis au client, c'est très simple. On arrive au même variable. Et donc, si vous n'acceptez pas cette augmentation, bah, on est désolé, on dit. Ça serait presque illégal d'ailleurs. Je ne sais pas très bien quelle est la législation, mais tu n'as pas le droit de vendre à perte, non? Je n'ai pas le droit de vendre à perte, mais je n'ai pas le droit non plus de casser des contrats. Et ça s'est plutôt bien passé. À nouveau, quand on était face à des gens qui, de toute façon, avaient 20 demandes dans la semaine d'augmentation de prix de leurs fournisseurs. Et donc ça s'est plutôt bien passé. Et les commerciaux, c'est des gens assez simples, en fait. À partir du moment où ils voient que ça fonctionne, ils y vont. Donc, les autres augmentations, on a pu les mener de façon un peu plus taylorisée en fonction des clients. Mais il fallait vraiment enclencher cet engrenage pour que le commercial se dise, en fait, ça marche. Toi, Eric, avec les commerciaux, ça a dû être un sujet central, non, avec la grande distribution? Oui. Alors, effectivement, et le contexte de la grande distrie en France
C'est un marché qui est très concentré, avec quelques grandes enseignes qui, par ailleurs, se sont elles-mêmes alliées dans des groupements, dans des super enseignes pour augmenter encore davantage leur pricing, leur negotiation power. Effectivement, ça s'est traduit par 8 années de 2013 à 2022 de déflation nette à l'achat. Donc effectivement, un contexte marché où le prix était déflationniste, un petit peu la même situation que tu décrivais. Et donc dans la campagne de négociation de cette année, effectivement, il a été absolument essentiel. Le travail de préparation, le travail de récolte d'informations, le travail également de pré-certification par tiers externes de la réalité de l'inflation que nous subissions a été fondamental, mais pas suffisant en réalité. Il a fallu également que, à mon niveau, je porte moi-même la parole de l'entreprise avec mon directeur commercial pour expliquer la réalité à laquelle nous étions confrontés, la mettre dans une perspective également à moyen terme, à savoir d'ambition et déjà d'éléments stratégiques visant à démontrer qu'il y avait une opportunité commune entre le client et nous significative pour la catégorie, mais qu'effectivement, à court terme, il y avait cet enjeu majeur d'inflation vis-à-vis duquel nous n'avions pas d'autre choix que d'être extrêmement fermes. Mais tu y allais avec tes commerciaux aux discussions? Donc, absolument. En fait, j'ai fait le premier rendez-vous avec tous les clients pour poser le cadre. Et en fait, oui, poser le cadre, c'est-à-dire que les discussions par la suite, il avait été exprimé d'une façon tout à fait claire que nous serions dans une nécessité d'une certaine forme d'intransigeance et que eux comme nous avions l'opportunité de faire des choix qui seraient structurants et que nous, on était confiants qu'il était dans l'intérêt commun du consommateur, de nos clients distributeurs et nous-mêmes d'accepter cette réalité économique et de travailler ensemble pour mieux la naviguer, mais qu'en tout état de cause, cette réalité d'inflation était là et qu'elle était incontournable et qu'elle structurerait de façon totale la discussion commerciale. Alors, il y a un autre sujet, alors parler des commerciaux, un autre sujet qui ressortait, c'est faire un peu le ménage dans le portefeuille produit, entre les produits de pointe et les commodités, voire entre les types de clientèle. Je vous donne 2 exemples. Un des contributeurs était spécialisé dans des systèmes d'alimentation de batteries photovoltaïques pour les entreprises et pour alimenter un certain nombre de locaux, par exemple, dans les entreprises. Il me disait qu'il avait plusieurs… Alors, c'était une start-up ex-CEA, tu vois, donc très technique, avec des gens très costauds, mais ça venait de démarrer, quoi. Et il me disait, j'avais un de mes clients avec lequel il y avait un microprocesseur, avec un dispositif, avec un microprocesseur à 20 $, et ce microprocesseur, il est passé à 160 $. Et autant te dire que c'était pour un équipement de 400 €, donc 400 $. Et autant te dire qu'aucune chance qu'on soit rentable. Donc, il a dit, premier train de mesure, ça revient aux commerciaux, j'ai dit aux clients, on va arrêter de livrer le temps que ça se tasse. Ils sont débrouillés, je ne sais pas. Et le deuxième, c'est qu'il m'a dit, on a découvert aussi qu'on avait un certain nombre de dispositifs qui étaient un peu des commodités, voire mal conçus. Et donc, on a décidé de faire une tentative de redesign to cost ou de l'abandonner. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est un fabricant de vannes qui fabrique des vannes qui sont grosses comme celles qu'on peut acheter chez Weldom, comme des vannes qui sont grosses comme la moitié de cette pièce, pour le nucléaire par exemple. Et il me disait, en fait, pour le B2C, quand je vends des vannes, le plombier qui va l'installer chez Mme Michu, il va lui faire avaler à Mme Michu l'augmentation qu'on veut bien. Donc ça, ce n'est pas un sujet. En revanche, dans le B2B, on s'est rendu compte qu'on était liés par des clients qui avaient signé des contrats compliqués, et puis des gros clients, des gens durs, quoi. Et donc, il m'a dit, seule méthode,
c'est du redesign to cost, mais pleine balle. Alors, ça va mettre des mois parce que c'est des processus longs, complexes, mais sur lesquels on peut envisager de gagner des 20 à 40% dans la structure de coût de revient. Est-ce que vous avez eu ce genre de discussion, soit sur des clientèles, soit sur des types de produits? Est-ce que vous avez eu ce genre d'approche pour ou arrêter certaines productions ou en réduire la proportion dans le total? Il est clair que, il est clair que pour nous, en exportant 30% en Asie, on s'est retrouvé très rapidement, mi-2022, à ne plus être compétitif. Les produits qu'on pouvait vendre en Europe en étant compétitifs, en générant une marge raisonnable, on était très loin de ce que pouvaient faire les Chinois sur l'Asie. Et il n'y a pas 10 000 solutions dans notre cas, c'est-à-dire que là, on a pile des voiles, restructurer l'équipe de vente et repositionner complètement nos efforts de développement sur des choses sur lesquelles on a un avantage technologique de know-how qui est très important, une reconnaissance mondiale et donc une substituabilité très, très faible. Donc, on fait de la poudre, donc le redesign est un peu compliqué. Mais peut-être pour rebondir, à partir du moment où le pricing power atteint sa limite, soit parce que le marché se modère, soit parce que nos clients font leur boulot, c'est-à-dire qu'ils vont chercher d'autres fournisseurs qui sont plus compétitifs, on attaque effectivement les mesures sur les structures de coûts. Ça veut dire réduction des forces de vente là où on est plus compétitif, et ça veut dire aussi énormément de CAPEX pour consommer moins d'énergie dans notre cas. Et ça, c'est des projets qui prennent 2-3 ans, et qui représentent en valeur 30% du chiffre d'affaires d'une année à peu près. En plus, c'est du green. Voilà, ensuite il faut le faire gris. Oui, ben la gestion du mix est au cœur de la protection de la performance de l'entreprise. Donc là, on passe tout au peigne fin, portefeuille produit, portefeuille catégoriel, les leviers actionnés pour générer le business et effectivement le portefeuille client. Oui, on a des choix. Et j'ai vu chez Tropicana que vous aviez lancé la petite bouteille de 90 centilitres. Qui permet d'avoir la bouteille à moins de 4 €, parce qu'elle est à 4,35 € le litre, je crois, j'ai vu ça. Et je me suis dit, ça, c'est astucieux, ça. Alors, ce qui est amusant, c'est que cette bouteille de 90 centilitres est ressortie dans les médias à la suite des négociations. Pour la petite histoire, elle a été lancée en 2019. Donc, voilà, dans les enjeux qu'on doit naviguer, on doit aussi naviguer les enjeux de réputation et d'image avec des journalistes qui font plus ou moins bien ou mal leur job. Donc, en fait, cette bouteille, ça fait juste 4 ans qu'elle est là. Ouais. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec le sujet. Mais effectivement, aujourd'hui, on peut la trouver vendue en prix de vente consommateur, donc, dont le choix est celui de nos clients distributeurs, pas le nôtre, autour de 4 € quand elle était plutôt vendue à 2,50 € il y a 18 ans. Est-ce que cette bouteille, par exemple, elle a un succès particulier ou rien de pareil? Non, elle avait été lancée effectivement pour atteindre un certain seuil de prix de vente conseillé, mais en l'occurrence, on la conserve. Mais on a arrêté dans les tablettes de chocolat, on l'a tous vu, elles sont 180 grammes maintenant. Non, effectivement, donc il y a eu un phénomène de reproche, le terme de shrinkflation. Après, pour moi, je ne sais pas si c'est finalement un gros mot. C'est qu'est-ce qui est plus important, quel est le levier le plus important dans le choix du consommateur? Est-ce que c'est un grammage? Est-ce que c'est un seuil de prix absolu? Et que l'industriel fasse un choix, un arbitrage pour préserver au mieux une valeur perçue, ce qui est au final notre rôle, de créer une valeur perçue. Est-ce que c'est enlever du grammage ou augmenter de 30, 40, 50% le prix d'un produit?
ce sont des choix et qu'on doit assumer. Et puis, alors, pour le coup, c'est parfaitement écrit en toutes lettres. Enfin, il n'y a pas de triche. Et la législation française est telle que, de toute façon, quel que soit le format, l'étiquetage requiert qu'un prix au litre ou au kilo fasse système. Donc, pour moi, sinon, il n'y aurait pas de demi-bouteille. La demi-bouteille aussi, on pourrait lui faire ce reproche. Voilà. Or, si vous allez dans d'autres circuits de distribution que la grande distribution, comme le travel retail ou les stations-service, là, on est dans des prix au litre ou au kilo qui sont x2, x3, x4 par rapport, et personne ne s'en émeut parce que dans cette shopping mission particulière, eh bien, vous êtes sur une aire d'autoroute, oui, vous allez acheter votre soda ou votre jus à un prix qui n'a rien à voir avec celui de l'hypermarché, mais c'est OK. Est-ce qu'il y a d'autres actions qu'on n'a pas évoquées encore et que vous avez dû mener respectivement dans vos entreprises depuis cette période-là? Oui, alors on a énormément parlé de gestion de crise en réalité et de mesures parfois assez brutales, parfois tactiques, parfois les deux. Mais évidemment, ça ne garantit en rien la pérennité de l'entreprise. Donc, ayant affronté cette première phase aiguë de choc économique, évidemment, le sujet n'est plus là. Le sujet, c'est et donc quoi après? Donc là, il s'agit de clarifier la vision stratégique et le rôle que l'entreprise ou la marque peut jouer dans un environnement qui va probablement rester très volatile, disrupté, puisqu'en fait, on est passé, là on parle de l'inflation, il y a 2 ans on parlait du Covid, l'un s'ajoute à l'autre, demain il y aura peut-être autre chose. Donc en fait, on sait qu'aujourd'hui, on ne peut plus compter sur de la stabilité. Et donc, quel est notre rôle et quelles sont les clés de succès pour performer dans cet environnement? Je pense que quand on est une marque qui s'adresse aux consommateurs, le repère que cette marque représente et la clarté de son positionnement sont encore plus importants aujourd'hui qu'hier, puisque si on est vendu à un premium, ce qui est notre cas, eh bien, on doit sacrément se battre pour le justifier. Donc, ayant fait tout ce sale boulot, entre guillemets, aujourd'hui, l'objectif, c'est de reconquérir le consommateur, de la persuader qu'on représente, le premium que l'on demande est justifié et bien adossé à une qualité qui est supérieure. Donc, il y a un travail de communication, un travail de refonte de la marque, pour la rendre plus attractive, plus séduisante et justifier son premium. Donc, dans 15 jours, vous verrez la nouvelle campagne de publicité Tropicana pour la première fois depuis des années. Donc, ayant fait ce travail, nous sommes également donné les moyens de réinvestir dans ce fonds de marque qui est à lui seul la seule garantie d'un avenir plus pérenne. Merci. Et toi, Xavier? Ce qui est assez amusant, c'est qu'on n'a jamais autant parlé à nos clients que pendant cette période-là, puisque tous les mois, on était autour de la table à renégocier le gras. Toi aussi, tu y allais Alors, j'y allais pour les principaux, ceux qui représentent plus de 10% du chiffre d'affaires, je m'impliquais personnellement. Et ça nous a permis de comprendre à quel point on était ou pas important pour nos clients, voir quels étaient les éléments en dehors du pricing qui pouvaient les intéresser, les capacités réservées, les nouvelles implantations. On n'a pas d'implantation aux US. On a beaucoup de clients asiatiques dans les batteries qui s'installent aux US et qui viennent nous voir en disant mettez donc un atelier de transformation aux US, on vous garantit des volumes pendant des années. Des clients qui viennent nous dire moi je sais acheter du gaz à un prix pas cher, je vous le revends, vous ne facturez plus le gaz. Enfin, vous me le refacturez plus, je vous le vends. Donc on est rentré dans des discussions qui finalement sont assez saines et qui a un peu réveillé, je suis un peu méchant mais j'étais directeur commercial avant, mais qui a un peu réveillé l'équipe commerciale, qui est il faut que les commerciaux arrivent à comprendre pourquoi on est important avec nous. Et qu'on se focalise là-dessus et qu'on apporte des solutions qui ne soient plus uniquement un produit de qualité, un prix compétitif. Parce que ça, dans le long terme, si on n'apporte pas autre chose à côté, c'est beaucoup plus compliqué. Ok. Avant de vous repasser la parole sur
sur maintenant, c'est quoi les prochains 18 mois pour vous sur cette inflation. Je voudrais juste avoir un commentaire de votre part sur pas mal de choses qui étaient remontées de cette étude, c'est l'épuisement des équipes. Ils avaient tous en tête de dire on vient de sortir d'un Covid avec le confinement, et là on reprend ça dans la figure, les équipes sont au bout du rouleau, il va falloir faire très attention, faudra les… Alors, voilà, c'est ce qui ressortait. Est-ce que vous avez eu ce genre de préoccupation ou est-ce que ça a été, ok, c'est pas facile, mais on y va, quoi. Oui, alors clairement, il y a une intensité quels que soient les métiers, qui est très, très élevée actuellement. Donc, il y a un enjeu de communication, de partage sur les défis auxquels nous sommes confrontés et que nous devons affronter collectivement, les choix qui sont faits. Donc, je pense que là, effectivement, le sujet de l'engagement est primordial. Dans mon cas, je montais l'équipe. Donc, il n'y a pas eu de survente sur tout va super bien, on est en cruise control, t'inquiète pas. Non, c'est voilà où on est. Alors, bonne nouvelle, tu vas vraiment bien t'amuser. Tu vas beaucoup apprendre. Tu vas énormément apprendre. Tu vas te développer comme rarement dans ta carrière. Je peux te le dire parce que moi, au bout de 30 ans, c'est le cas. Donc, il y a des bonnes chances que ça t'arrive également. Après, oui, cette charge, elle est là. Donc, il y a une responsabilité du dirigeant qui est d'aligner effectivement toutes les parties prenantes pour s'assurer que notre feuille de route est pertinente et de prioriser en permanence et d'essayer de rechercher toutes ces tâches que l'équipe fait parce que c'est où il y a une forme de zone de confort liée à l'habitude qui, sincèrement, n'ajoute plus forcément beaucoup de valeur aujourd'hui et de se dire, voilà, priorisons les 4-5 actions qui sont fondamentales et ça, en revanche, il n'y a pas le choix, il faut bien le faire. Mais oui, le sujet de l'engagement et de la charge de l'équipe est un sujet… Et toi, en un mot, Xavier ? Alors, le stress et la charge sur l'équipe, elle a duré 3 mois. Ensuite, il a fallu accompagner ça avec effectivement un discours sur l'avenir. Est-ce qu'on va s'en sortir et qu'est-ce qu'on va faire? On a la chance d'avoir un actionnaire qui investit massivement. Ça, pour des industriels, ça fait plaisir et donc ça… Alors, c'est compliqué de gérer des actions coup de poing à la fois sur le pricing, sur les coûts et derrière d'injecter des millions dans la société pour augmenter les capacités de production sur certains produits. Et c'est ça qu'il faut arriver à mettre en marche et expliquer aux équipes où est-ce qu'on va. C'est compliqué. Question dans la salle. Deux questions du public et sur le passé, puisque là, on passe passer au futur. Première, c'est comment la trésorerie a impacté ces stratégies, parce qu'on a l'impression que beaucoup de mesures ont été prises, mais il y a un sujet de trésor. Et une deuxième question qui était quelles ont été les consignes données vis-à-vis des hausses des fournisseurs? Est-ce que vous y avez résisté? Est-ce que vous les avez acceptés? Quelles étaient les démarches vis-à-vis de vos acheteurs? Ok. Donc, vis-à-vis des fournisseurs, dans notre cas, la plupart des matières, l'essentiel des coûts sont liés aux matières premières agricoles et on est dans des contrats à très long terme avec un fournisseur ou 2 fournisseurs stratégiques. Donc là, le dialogue s'est fait dans bonne entente et il y avait de toute façon un sujet les oranges, elles poussent dans certaines zones géographiques, dans notre cas essentiellement, principalement au Brésil, point final. Et on est dans un partenariat stratégique avec eux sur toute la chaîne de la plantation des orangers au bateau qui traverse l'Atlantique avec notre jus. Donc là, en réalité, il n'y a pas eu plus de friction que ça. Le premier point de la question, oui, sur le cash. Alors là, c'était également dans notre cas lié tout à fait à l'année 1 du carve-out. Donc, les accords avec l'ancien propriétaire qui reste actionnaire minoritaire ont fait que ça n'a pas à très court terme été un sujet. Ça le devient de plus en plus.
avec notamment le démarrage de notre ERP. Et là, le cycle du cash devient prépondérant entre les termes contractuels de receivable et donc le sujet du cycle du cash va devenir de plus en plus important. À terme, enfin pour l'instant, ça l'a peu été dans mon cas. Sur la partie achat, on a comme nos clients. C'est-à-dire que matière première, on ne peut pas changer. On a des clauses avec nos propres clients de no change, notamment pour les semi-conducteurs, qui font que même l'emballage, on ne peut pas le changer sans avoir une approbation des clients, etc. Donc sur cette partie-là, on était complètement limité. L'énergie, on ne contrôle rien. Là, on a fait un gros boulot et l'équipe achat n'y croyait pas, mais a fait un super boulot et bien en discussion avec les fournisseurs, c'est sur toute la partie maintenance industrielle, qui est un poste très important chez nous, comme dans toute industrie lourde. Effectivement, on a réussi à réduire de 30 à 40% certains postes sur une période de 3 mois, en discutant avec nos fournisseurs qui ont compris que de toute façon, il n'y avait pas trop le choix. On n'était pas en mesure de maintenir les prestations telles qu'elles étaient faites avant ou au tarif qu'elles étaient faites avant. Donc ça a plutôt bien marché. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois que c'est diffusé dans l'entreprise, c'est un réflexe qui vient maintenant régulièrement, où on rediscute les ressources, les besoins, notamment sur la partie maintenance industrielle. Sur la partie cash, pour nous, c'était très significatif. On a eu la chance d'être acheté par un groupe qui est dans l'exploitation minière, groupe familial, qui voulait se développer en Europe. Et donc, les choses crûment, taper l'ardoise de la surcharge énergétique. Et qui, effectivement, nous a permis de passer cette période-là, je disais, pas sereinement, mais nous a permis d'opérer, je dirais, normalement. La question aujourd'hui est plus de comment on va faire à l'avenir pour avoir à nouveau une trésorerie qui soit saine, parce qu'on a bien utilisé. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste, quelques minutes, c'est ça? 10-15 minutes. Je pense que ce qui sera intéressant peut-être maintenant, c'est de réfléchir ou de comprendre en tout cas comment vous voyez les 18 prochains mois. Quels sont alors liés à l'inflation, restons-en là. Comment vous voyez l'impact de l'inflation d'ici fin 2024? Est-ce que ça va s'émousser finalement comme la BCE prétendait que ça allait le faire plus vite? Est-ce que ça va vraiment le faire? Est-ce que ça va se maintenir parce qu'il va y avoir une spirale salaire-prix qu'on a tous connue quand on était petit? Et pour vous, dans chacun de vos business, qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous voyez les choses? Et est-ce qu'il y a une feuille de route particulière en fonction de ce que vous avez en tête? Alors, on parle d'inflation comme d'un phénomène unitaire. En réalité, c'est une agrégation de X variables, dont certaines sont pas la moindre idée de ce que sera l'inflation en 2024, et d'autres liées à certaines parties de notre business, pour lesquelles, en revanche, il y a des signaux qui sont structurels. Je parle par exemple de notre matière première principale, l'orange. L'orange, c'est une production agricole. Et là, il y a des tendances lourdes liées notamment au dérèglement climatique, qui fait que sur les 4 ou 5 zones principales de production d'orange dans le monde, certaines souffrent, et souffrent pour des raisons soit durables liées à de la sécheresse, comme le Mexique, comme l'Espagne, soit liées à des problèmes également d'origine climatique, qui est ce qu'on appelle le greening, le verdissement. Donc, c'est en fait une maladie de l'arbre qui fait que la production, par exemple, de la Floride, qui est le berceau original de notre marque, a été divisée par 5 en 10 ans. Et des phénomènes climatiques comme il y a eu un ouragan qui a mis par terre la moitié des oranges de Floride à l'automne, qui fait que la production
2023 est la moitié de ce qu'elle était l'année d'avant et un dixième de ce qu'elle était il y a 5 ans et que peut-être que dans 5 ans, il n'y a plus d'orange en Floride. Donc, cette partie de l'équation aura des impacts directement sur la quantité disponible de cette matière et donc son prix. Donc ça, nous, effectivement, on a une bonne compréhension de cela. Et du coup, il s'agit de l'intégrer, de le communiquer, de développer les stratégies Mais si autour tu de cette rajoutes réalité. une énergie qui resterait élevée, des taux d'intérêt qui montent, tu vas avoir une bouteille de jus d'orange qui va sortir à des prix dans des flacons de parfum. Alors effectivement, donc nous, une marque comme la nôtre qui vend du 100% pur jus, à un prix de vente qui est finalement pas tant décorrélé de d'autres boissons qui ont 15% de jus dedans, mais dont le prix de vente consommateur finalement n'est que 50 centimes différent d'une autre. Effectivement, ça pose des questions stratégiques. C'est peut-être eux qui sont dans le bon business, c'est ça que tu dis? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est effectivement un constat. Mais oui, après, il y a l'effet taux de change. Certaines de ces matières sont achetées dans une autre monnaie que l'euro. L'année dernière, l'euro par rapport au dollar s'est déprécié de 20%. Donc, ça a amplifié tout cela. Donc, ces effets de taux de change, d'énergie ou autre, moi, je ne les maîtrise absolument pas et je ne sais pas. En tout cas, on a appris effectivement du choc de 2022 à être beaucoup plus agile, à être beaucoup plus réactif. Et ce sont des muscles qu'on doit entretenir parce qu'il y a une partie de l'origine de l'inflation et du coup de sa projection sur les 18 mois à venir qui reste totalement incertaine. Et ton directeur financier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en charge de surveiller ça, par exemple l'inflation, les impacts, le pricing, toutes ces mécaniques-là? Ou est-ce que c'est lui qui s'est musclé tout seul ou... Non, alors l'une des vertus, tu parlais davantage de dialogue avec les clients, mais également en interne, typiquement des grands groupes industriels ou de produits de grande consommation, ceux que je connais, se sont siloisés. Pour plein de raisons, mais également quelque part aussi par confidentialité. Et l'une des fonctions qui était particulièrement en silo, c'est la fonction achat, qui travaillait un peu dans son coin et même patron de pays. Finalement, tu avais extrêmement peu d'informations sur ce qui se passait dans cette fonction. Un jour, tu avais un prix de transfert qui tombait, et puis voilà, mon gars, c'est comme ça, et fais ton budget avec. Il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler comme ça et que le dialogue et la constance du dialogue et la qualité du dialogue qu'il y a entre une fonction procurement, une fonction financière et la fonction Revenue Growth Management est essentielle puisqu'on doit effectivement comprendre ces signaux, poser des hypothèses de façon beaucoup plus fine, alignée et constante qu'avant. Et chez toi, Xavier? Je pense que ce que nous disent les clients, c'est que l'inflation en elle-même n'est pas un problème à partir du moment où elle est prévisible. Donc, ce que nous demandent nos clients, c'est de réduire la volatilité des prix. Donc, d'arrêter sur des prix mensuels, ça ne fonctionne pas. Et de trouver les mécanismes avec eux qui permettent de garantir un prix plus stable dans la durée. Et tu as des prix indexés, par exemple sur... Aujourd'hui, j'ai des prix indexés sur l'énergie. Et ce qu'ils te demandent, c'est que ça soit indexé sur ce que tu voudras bien, mais tous les 6 mois seulement, pas tous les mois, c'est ça? Et je me débrouille pour me couvrir pendant cette période. C'est vraiment le point principal. Ensuite, pour nous, le principal impact, et ce qu'on regarde de façon assez forte, c'est les différences entre zones géographiques. On a des concurrents en Europe qui sont à la même enseigne, c'est des Allemands, c'est pas mieux pour eux l'énergie. Notre principale préoccupation, c'est de monitorer le delta avec nos concurrents US et nos concurrents asiatiques, parce que ça va être la clé du fonctionnement dans les années qui viennent. Et ton financier, parce qu'on parle à des communautés de financiers, est-ce qu'il a changé sa façon de travailler? C'est un expert en énergie, c'est un expert en achat d'hydrates. Toutes les couvertures financières, il les connaît. Enfin, sur ces matières premières, il les connaît par cœur. Mais ça, c'est depuis toujours, en fait. Non, parce que quand le gaz était à 20 € et qu'il avait été le mégawatt et qu'il était resté ça pendant 10 ans, honnêtement, ça n'a préoccupé personne. Donc effectivement, il y a eu un gros changement et un shift en fait de l'attention sur ce qui peut réellement impacter à court terme
le PNL par rapport à des problématiques moins importantes. Et là, je vois. J'ai deux questions dans le public. Une première qui est, est-ce qu'il est prévu des clauses de réduction de prix si la situation change? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que finalement vous avez aussi cherché à gagner, enfin à rétablir vos economics en faisant de l'amélioration continue, en faisant des ruptures dans vos opérations pour réduire les coûts? Enfin, est-ce que on a juste parlé de coûts d'achat et de coûts de prix de vente, ou est-ce que vous avez aussi profité de ça pour mener des opérations d'amélioration continue? Je veux dire que dans l'industrie, le boulot normal d'un industriel, c'est d'arriver à produire avec moins de ressources tous les ans. C'est quoi? C'est 3-5% de… Voilà, il faut trouver des économies, il faut trouver des gains de productivité, améliorer le process. Ça, je dirais, on baigne dedans depuis qu'on est rentré dans l'industrie. Donc ça, c'est une démarche qui a certes été accélérée, mais qui était là déjà depuis très longtemps. Ensuite, effectivement, quand on commence à indexer à la hausse, on indexe à la baisse. Pas d'autre solution. Et donc, effectivement, en ce moment, nos clients bénéficient de réductions fortes de prix du fait de la réduction du coût énergétique. Ça ne nous dérange pas puisqu'on ne faisait pas plus d'argent en vendant plus cher qu'aujourd'hui. Tu as juste ta masse marge qui baisse un peu, mais voilà, j'ai mon pourcentage de marge sur mon chiffre d'affaires qui augmente, mais voilà, ma marge, aujourd'hui, on ne pilote pas au prix de vente, on pilote à la marge, exclusivement à la marge. Alors que pendant des années, on pilotait au prix moyen. Ça fait quelques changements. Sur les clauses, dans mon cas, donc, dans le code du commerce français, effectivement, nos contrats comprennent des clauses soit de révision, soit de réindexation. Et donc, dans le cadre de la négociation, les bornes de ces clauses sont définies au gré à gré entre nous et chaque enseigne. Et là, du fait notamment de la baisse de certaines matières premières industrielles, au premier rang desquelles l'énergie, et les prises de parole assez fortes de Bercy ces derniers jours, eh bien oui, des dialogues ont lieu parce qu'on a pu dépasser les seuils de déclenchement. Et sur le point de la productivité, même réponse. Hein, la productivité, c'est une obsession permanente qui précédait cette crise d'inflation, qui continuera après. Mais là où peut-être les efforts de productivité étaient dans le cadre d'une base d'actifs industriels ou logistiques donnés, là, vraiment, on réouvre tout. Voilà. Tout. C'est… En fait, c'est quoi la bonne supply chain? Page blanche à chaque fois. Ouais. Nous avons évoqué la question effectivement sur les connaissances ou sur l'impact que peut avoir le directeur financier. Est-ce que vos directions financières, ils ont dû se restructurer ou de se renforcer ou s'adapter différemment avec des systèmes d'information? Si vous pouvez partager votre expérience pour la communauté financière. Dans notre cas, c'est effectivement des fonctions comme Revenue Growth Management sont absolument critiques et ce pilotage du mix est vraiment quelque chose qui est à l'intersection entre la finance, le commerce, les achats et le marketing. Donc ça, c'est une fonction et des process qui sont beaucoup plus prépondérants peut-être qu'avant. Et pardon, c'est rattaché à qui? Alors, ça dépend des boîtes. Nous, c'est rattaché à la direction financière. D'accord. Mais le travail est vraiment main dans la main avec le category management pour piloter les leviers en réalité mix. Et très peu importe pour moi vraiment la ligne hiérarchique. Mais en l'occurrence, oui, c'est rattaché à la direction financière, ce qui effectivement envoie un signal quand même très fort sur la finalité du rôle. Oui. Et je dirais qu'après, au-delà de la structure, c'est effectivement la qualité et la fréquence du dialogue entre cette fonction
et les fonctions qui sont à l'origine de centres de coûts ou de revenus pour que les signaux en fait, soient beaucoup plus constants et rapides peut-être qu'avant, où on opérait effectivement, dans un environnement assez stable. Perdu cette stabilité. Ça fait maintenant 3 ans que ça ne l'est plus du tout. Quoi. Voilà, donc... Comment ça s'habituer? En effet. Et toi, Xavier? Non, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on avait un service achat qui était siloté, une direction financière qui était relativement silotée et des commerciaux. Et ça fonctionnait assez bien et on se voyait à peu près tous les 3 mois ou tous les 4 mois pour voir un peu si tout ça était bien équilibré. Aujourd'hui, durant le mois, les échanges d'informations sont beaucoup plus importants. Il y a un réflexe côté achat dès qu'il y a une hausse de coût pour appeler les vendeurs en disant attention, il y a ça qui va venir. Et aussi des calculs de marge avec le contrôle de gestion qui sont beaucoup plus Et tu as un revenu growth comme le décrit Eric, ou c'est un autre mécanisme qui ne s'appelle pas comme ça? Nous, on a des chefs de marché qui déterminent la stratégie pricing sur un marché et qui sont intégrés dans l'équipe marketing et commerciale. Mais qui sont à 30 mètres du bureau du directeur financier. À portée de voix. Voilà. Bien, je comprends qu'il n'y a plus de questions sur Internet. On peut dire que nous avons fait le tour de la question. C'était extrêmement intéressant, extrêmement riche. Merci infiniment pour ces partages. À nos 2 témoins, également à vous aussi, avec Thierry, avec cette étude qui a complété effectivement les témoignages. Merci au cabinet et donc à très bientôt pour une prochaine manifestation. Bonne soirée. Avec plaisir. Bonsoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.